Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Décryptage Info, ce magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision, où nous prenons des questions importantes de l'actualité, nous les mettons sur la table et nous analysons ces faits d'actualité. Rappelez-vous, et ce n'est qu'un rappel d'ailleurs, passez-moi cette tautologie pour insister sur le fait que nous n'avons jamais dit que ce que nous disons ici est une parole d'évangile et que vous, là, vous êtes des fidèles pour dire oui et amen. Nous disons que ce que nous faisons ici et ce que nous disons ici, nous les exposons aux étempriers de vos critiques parce que du choc d'idées, la lumière jaillit toujours. Merci à vous de la confiance que vous accordez à votre chaîne CPL Télévision. Nous sommes en train de travailler sérieusement pour vous offrir des images de qualité. Nous quittons nos installations pour des installations beaucoup plus complètes, au fin de vous servir et de vous donner un travail de qualité. Petit à petit, ça va s'améliorer. Je vous dis merci de la confiance. Merci parce que vous vous abonnez massivement. Continuez à liker nos vidéos, à les partager, à vous abonner massivement pour nous permettre de faire un bon travail. Vous avez certainement suivi, ou peut-être, l'actualité politique reste dominée par le procès, la deuxième audience dans le procès de Vital Kamerhe. Le directeur des cabinets de Félix-Antoine Tshisekedi a comparu pour la deuxième fois devant son juge. Il n'était pas seul, il y avait Martin Doolé, il y avait également M. Sami Djamal. Nous allons faire un focus, un gros plan sur cette deuxième audience du procès de Vital Kamerhe. L'actualité, c'est également la déchéance de Jean-Marc Aboud à l'Assemblée nationale. Le président AI de l'UDPS a été donc déchu de ses fonctions du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement après une pétition contre lui déposée par le député MLC Jean-Jacques Mamba. L'échec a été donc cuisant pour Jean-Marc Aboud qui a été déchu de ses fonctions. On parlera également de ça. Ces deux faits ont donc retenu l'actualité politique de la semaine en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer en profondeur de ces deux faits, je voudrais faire remarquer ici que ces événements ici se passent, concentrent l'attention au moment où il y a des bruits de bottes dans l'ex-Grand Katanga où l'armée tanzanienne a traversé la frontière pour occuper certaines positions en République démocratique du Congo. Au moment où à Beni, on fait toujours des bruits, il y a toujours des bruits de bottes et les gens sont en train de mourir là-bas. Au moment où coronavirus continue à massacrer parce qu'on a dépassé la barre de plus de 2000 cas et on est à plus de 60 morts ici en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, nos politiques, nos autorités à nous s'illustrent par des événements de pure distraction, sans entrer en profondeur et sans répondre aux besoins existentiels de la population. Au moment où l'actualité politique nous accapare, nous éloigne des vraies réalités des Congolais, le dollar tend vers 20 aujourd'hui. Les prix des denrées alimentaires sur le marché continuent à grimper. Ça va bientôt faire 2 ans depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Et j'ai l'impression que le nouveau régime est happé sur des faits superficiels sans donner des vraies réponses sur ce pourquoi il a été élu. J'aime toujours le rappeler que je crois, et j'ai l'impression que c'est également votre point de vue, que c'est le besoin du changement qui a amené les Congolais à voter Félix-Antoine Tshisekedi. Que c'est par souci de rupture entre un régime de triste mémoire de Joseph Kabila que la population avait omis, que la population avait vomi, que beaucoup sont allés pour dire assez, il faut que Kabila et ses hommes partent. Mais ce que nous sommes en train de voir après plus d'une année au pouvoir, je commence à avoir l'impression que ce n'est pas le régime de rupture qui est en place, mais c'est plutôt un régime de continuité. Ça, c'est très dangereux. Que de vrais fondements pour lesquels Félix-Antoine Tshisekedi a été élu ne sont pas encore jetés. Les mandataires de Kabila sont là, dans l'armée, ils sont... On a vraiment l'impression que le souci de la rupture, de rompre et de faire la frontière entre un régime que la population avait refusé et celui en qui la population a cru,
ne se fait toujours pas sentir. Regardez, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours. On est accaparé par l'affaire Kabound. Après, c'est les Moulkouna. En réalité, des besoins existentiels, des besoins majeurs. Le vrai débat n'est pas mis sur la table. Le débat sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Bientôt, ça sera 2023. Faut-il attendre qu'on arrive vers la fin pour qu'on nous dise que il faut réformer? Le débat sur le financement des élections. Est-ce qu'on ne va pas arriver en 2023? Félix va nous dire que non, les caisses de l'État sont vides comme Kabila l'a dit en 2016. Le débat sur la réforme de la police, de l'armée, le débat sur la réforme de notre système de sécurité, sur l'enseignement, sur ces choses-là. À la place d'avoir des vrais débats, à la place d'aller à la rencontre de besoins existentiels, des éléments importants qui peuvent avancer le pays et changer le pays, depuis plus d'une année qu'on est avec Félix Antoine Tshisekedi, je commence vraiment à avoir l'impression qu'il n'y a aucune vision, que nous sommes en train de patauger, que là, ce sont plutôt les éléments superficiels qui prennent l'essentiel de notre temps, alors qu'il a trouvé le pays dans un gouffre qu'on devait plutôt travailler pour sortir ce pays de là où il se trouve. C'est tout simplement un signal d'alerte que je voulais lancer à ce moment. Je reviens sur le procès, parce que j'ai dit qu'on parlera du procès Vital Kamerhe. J'espère qu'on aura suffisamment le temps, et on dira un mot sur ce qui s'est passé avec Jean-Marc Kabound. Kamerhe a comparu pour la deuxième fois. Une comparution qu'on peut résumer en 3 choses. Pendant les débats, on voulait savoir la nature du contrat qui liait la République démocratique du Congo avec la société Samibo de M. Sami Jamal. Deuxième élément, les débats ont tourné autour d'une question de l'avenant qui a fait que la République sorte 57 millions de dollars américains. Et pour donner à M. Sami Jamal. Troisième chose, Kamerhe voulait connaître son implication dans le détournement des fonds parce qu'il est devant la Cour pour des questions de détournement des fonds publics. 2 choses sur la forme avant que je prenne un peu le fond. Sur la forme, je vais faire la même remarque ou le même constat qui peut ne pas être vrai. Je ne dis pas, je le répète, que ce que j'ai dit ici est vrai ou est une parole d'évangile. C'est un Kamerhe très agressif qui s'est présenté hier encore devant son juge naturel. Je ne sais pas, par souci de vouloir démontrer son innocence, ce qui est d'ailleurs son droit le plus légitime, Vital Kamerhe a tendance à oublier qu'il est devant le juge et qu'il est dans un procès pénal. C'est un homme arrogant, agressif, que j'ai encore observé lors de sa deuxième audience. Et puis c'est un homme, deuxième élément, sur la forme, qui a tendance à oublier la tribune. S'il vous plaît, proche de Kamerhe, avocat et monsieur Vital Kamerhe, vous êtes devant un tribunal. Vous n'êtes pas dans un spectacle de théâtre ou vous n'êtes pas sur un plateau de télévision. J'ai l'impression que sur le plan de la forme, le fait que les caméras de la télévision soient là, le fait que Vital Kamerhe sache que le procès passe en direct, il se met un peu trop en spectacle. Regardez ce qu'il fait. Caméra, prenez. Je parle pour que l'opinion comprenne. Mais vous ne parlez pas pour l'opinion, monsieur Kamerhe. Là, vous parlez devant le juge. Vous parlez pour les tribunaux. Faites attention à ne croire que vous êtes sur le plateau de télévision ou vous êtes sur le plateau de Christian Lusakweno. Vous ne parlez pas pour l'opinion, vous ne parlez pas pour les caméras. Vous parlez en répondant aux questions des tribunaux. Sur le plan de la forme, c'est un Kamerhe qui oublie la tribune devant laquelle il est, et c'est un Kamerhe toujours arrogant et agressif, à la limite de l'outrage au tribunal. C'est un homme qui veut tellement en découdre qu'il est parfois, souvent arrogant, et dans ses propos, on a l'impression qu'il est à la lisière de l'outrage au tribunal. Ça, c'était sur la forme. J'en viens au fond. Sur le plan du fond,
J'ai aimé le Caméré d'hier par rapport au Caméré de la fois dernière. C'est un homme qui a pris le temps de lire les pièces de son dossier. Parce que le Caméré de la dernière fois, le Caméré d'hier, je veux dire, j'ai trouvé que c'était un prévenu, c'était un accusé qui avait la maîtrise du sujet, qui répondait aux questions. Mais un autre problème, c'est qu'il s'étendait un peu trop. Mais dans le fond, j'ai beaucoup aimé le Caméré d'hier par rapport au Caméré de la première audience. Il m'a donné l'impression d'un homme qui était beaucoup plus aguerri, beaucoup plus informé sur son procès que le Caméré de la première audience. Mais, le gars, je reviens sur l'audience des Caméré d'hier. Là, je vous ai présenté les faits. Je vais entrer un peu plus en profondeur sur ce qui s'est passé. J'ai dit que le procès a tourné autour de 3 éléments importants. Le premier, la nature du contrat qui lie M. Djamal Sami avec son société Samibo et l'État congolais. La deuxième chose, le choix de M. Samal et sa société Samibo. Et la dernière chose, c'était la question de l'avenant. Au-delà du fait que Caméré a fait une bonne prestation, j'ai l'impression que le tribunal va petit à petit et la vérité va éclater au grand jour. Commençons par le contrat. Nous sommes dans un contrat pour des maisons préfabriquées que la République démocratique du Congo a signé avec la société de M. Sami Djamal pour un montant de 57 millions de dollars américains et pour la construction de 1500 maisons. Première question. Quelle est la teneur de ces contrats? Vital Caméré dit qu'il n'y est pour rien dans ces contrats-là. Vital Caméré renvoie toutes les questions sur la teneur du contrat au ministre sectoriel. Et à l'époque, c'était M. Bitakwira, le petit-fils de sa grand-mère, Justin Bitakwira. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? En 2018, Kabila, au sortir de son mandat, sait que le Congolais ne l'aime pas. Les stratèges du FCC de l'époque, ils mettent en place un plan pour charmer le public, pour charmer l'opinion. Ils se disent, bientôt il y aura élection, il faut qu'on fasse des actions d'éclat, et ces actions peuvent éventuellement plaider lors des élections pour notre candidat. Et dans la machine d'action, de charme que Kabila et ses hommes mettent en place, il y a un projet de fabrication des maisons, un projet d'installation des maisons préfabriquées. Bitakwira, qui est le ministre sectoriel, va signer un premier contrat pour la construction de 900 maisons à 26 millions de dollars américains avec M. Samibo, donc M. Djamal. Donc, Djamal devait construire 900 maisons préfabriquées et la République devait débourser 26 millions de dollars américains. Mais le projet n'a pas été exécuté parce que l'État n'a pas sorti l'argent. Entre ces hésitations-là, Kabila part avec ses hommes. Les élections sont organisées. Vital Caméré arrive avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon mes informations, que je continue d'ailleurs à vérifier, Bitakwira, qui a des liens aussi avec Vital Caméré, va rencontrer Caméré. Il dit, écoute, vous qui avez besoin d'éclat, vous qui avez besoin d'action d'éclat, Kopiango. Tosina qui contrat Moroboé, il y a 26 millions de dollars américains pour construire 900 maisons. Dans la société Samibo. Dossier Yangoyo, va financer en côté, Tala papa, Bitakwira en parle à Vital Caméré. Caméré trouve le projet alléchant, il récupère l'affaire. Mais nous, autant à Zibor, dans le cadre qui caméléron, Vital va récupérer le projet et va mettre de côté Bitakwira. Vital prend l'affaire, il va désormais commencer à traiter avec un certain Kioche, je crois, le secrétaire général du ministère du Développement Rural, loin de Bitakwira. Et ils vont contacter Sami. Ils vont signer un autre contrat. C'est ça le problème de la teneur du contrat, de l'avenant soi-disant. Dans le cas de Vital Caméré, on dit que c'est un avenant. L'avenant, c'est-à-dire c'est un projet qui vient modifier un projet existant déjà. Les maisons passent de 900 à 1500. Et ce n'est plus 26 millions de dollars, c'est désormais 57 millions de dollars.
La première tricherie est là. Vous construisez 900 maisons avec 6 millions de dollars. Lorsqu'on vous ajoute 600 maisons, les 600 maisons deviennent beaucoup plus chères que les 900 maisons. Parce que quand vous avez 57 millions de dollars, vous enlevez le 26 millions du départ, il vous reste quoi? Il vous reste quelque chose comme 31 millions de dollars. Il va vous rester 31 millions de dollars. Comment 900 maisons vont coûter 26 millions, alors que 900 maisons, 26 millions, 600 maisons, 31 millions de dollars. Coup est bandit déjà. Alors, l'argent va sortir. Bitakwira va apprendre après que Mongo Bima 57 millions. Le gars, il n'était pas mis au parfait. Alors que celui qui avait signé le premier projet, Bitakwira va apprendre que Mongo Bima déjà. Parce qu'on est au Congo, les gens aiment bien des rétro-commissions, aiment bien des COP. Et selon les informations, toutes les portes lui ont été fermées. Ça veut dire que c'est un Bitakwira en colère qui viendra certainement le 3 lors de la prochaine audience dire des choses et qui va couler Vital Kamerhe. Parce qu'en réalité, dans la défense d'hier, on a dit que les 57 millions de dollars étaient un avenant d'un premier projet signé par M. Bitakwira. Mais là aussi, il y a de la tricherie. Parce que l'avenant, selon la défense de Kamerhe et de M. Jamal, aurait été signé au mois d'avril. Alors que la République avait déjà sorti le premier décaissement donc, de 57 millions au mois de mars. Comment expliquer que l'argent de la République sorte avant la signature de l'avenant? Donc vous n'avez pas encore signé un contrat pour avoir les termes du contrat. Vous commencez déjà à financer le contrat. Ça n'existe pas. Et là, il y a flou. Là, je suis dans le fond du procès Kamerhe, le gars. Comment est-ce que la République a commencé à financer les travaux des maisons préfabriquées bien avant la signature de l'avenant? Parce que Kamerhe dit, moi, je n'ai jamais signé le contrat. La République n'a pas modifié le contrat. Le contrat qui est en exécution, c'est le contrat de M. Bitakwira. Mais le contrat de Bitakwira a été de 900 maisons. Le contrat de Bitakwira a été de 26 millions. Mais ici, on parle d'un contrat de 1500 maisons et d'un montant de 57 millions de dollars. Lorsqu'on pose la question, et Bitakwira et Samil et Kamerhe, ils disent que non. Nous avons signé un avenant sur le contrat de M. Bitakwira. Mais il y a une tricherie. Pourquoi il y a tricherie? Parce que le pays a commencé à financer, à donner de l'argent à M. Samal bien avant même la signature de ce soi-disant avenant. Donc, visiblement, les choses ne sont pas claires. Parce que le financement a précédé la signature de l'avenant. Mais Bitakwira va venir. Et selon les informations, l'homme qui a une dent contre Vital Kamerhe va dire deux choses. Déjà, lorsque vous suivez la défense de Vital Kamerhe, les avocats de Kamerhe nous ont dit que Bitakwira a été préparé pour couler leurs clients. On sent qu'entre les deux, il y a des étincelles à l'air. Mais Bitakwira, ma grand-mère a dit, c'était un ancien proche de Vital Kamerhe. Rappelez-vous lors de la mandature de 2006, lorsque Vital est invincé du pouvoir par le PPRD, parmi les fidèles des fidèles, des gens qui ont suivi Vital Kamerhe, se trouve un certain Bitakwira. Bitakwira a même accepté de perdre son mandat à l'Assemblée nationale pour Vital Kamerhe. Il est donc parti avec Kamerhe. Dans les lots, il y avait des gens comme André Claudel Loubaya. Mais après, Vital Kamerhe, un peu entre guillemets versatile dans sa gestion des hommes, a perdu les gens. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'UNC, tous les gros gaillards sont partis. Bitakwira est parti. Claudel Loubaya est parti. L'ancien secrétaire général, comment il s'appelait? Jean-Bertin Wanga, Issé Wanga est parti. Beaucoup des caciques de l'UNC sont partis parce qu'à un moment donné, Vital Kamerhe, comme on dit à Simbawa, la ligne n'était plus claire.
Et il va donc faire face à ces messieurs qui s'appellent Bitakwira. Bitakwira viendra certainement démontrer que le contrat mis en branle, ce n'est pas son contrat, parce que lui, son contrat, c'était de 900 maisons pour un budget, pour un montant de 26 millions de dollars américains. Ce qui s'est passé entre Vital Kamerhe, dans son rôle de superviseur des 100 jours du président de la République, et M. Sami Jamal ne concerne pas M. Bitakwira. Il passera devant la barre certainement pour expliquer au tribunal que ce qui se passe, lui, n'y est pour rien. Et ça risque de porter un gros coup sur la défense de Vital Kamerhe. En clair, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que M. Kamerhe s'est montré, à mon point de vue, beaucoup plus pointillé, beaucoup plus avisé lors de son deuxième procès. J'ai dit que le procès a tablé sur 3 faits. La première des choses, c'est la teneur du contrat. Kamerhe s'accroche en disant qu'il n'a jamais signé de contrat, ou la République n'a pas signé de contrat sous la couverture des 100 jours. C'est un contrat qui existait déjà avec M. Bitakwira. Il renvoie tout à Justin Bitakwira. Mais Bitakwira peut dire, lorsque le tribunal pose la question, première chose, la teneur du contrat. Deuxième chose, l'avenant. On dit, mais le procès de Bitakwira ici, c'était un projet de 26 millions. Ils disent, non, un avenant a été signé. C'est que la République refuse, c'est que la République ne connaît pas. Parce que s'il y avait avenant, pourquoi l'argent était sorti bien avant la signature de l'avenant? Vous dites que cet argent finance un avenant que nous signons par rapport à un projet. Mais vous commencez à donner l'argent bien avant. Et Anguille sous roche. Mais Kamerhe, qui s'est montré un peu bien lors de sa dernière audience, a fauté à la fin. Lorsque parmi les témoins appelés lors de la prochaine audience à comparaître, on parle de sa belle-fille, Soraya Mpiana, la fille de J.B. Mpiana, et de sa femme Amida Chatur, j'ai vu l'homme perdre de sa maîtrise. J'ai vu Vital gesticuler comme un... Je ne sais pas comment dire. Et il a même sorti une phrase du genre, il va brûler la République si on l'humilie en invitant sa femme et sa belle-fille devant le tribunal. Arrêtons un peu avec cette histoire d'intimider la République, les gars. Nous étions avec vous ici, et je me pose encore la question. Lorsque l'affaire 200 millions de la Gécamine a éclaté avec M. Albert Yuma, on nous a dit que l'affaire se trouve devant la justice. Mais un certain Chadari, Emmanuel Ramazani Chadari, candidat plutôt malheureux aux élections présidentielles, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de Joseph Kabila, a menacé la République. Il a dit, si vous touchez à Albert Yuma, nous allons déstabiliser ces pays. Et depuis que Chadari a fait cette déclaration, on ne parle plus de l'affaire 200 millions de dollars américains. Ici, Kamerhe reprend la même chose. Mais pourquoi faire comparaître Amida serait une humiliation pour Kamerhe? Amida Chatur, c'est une Congolaise comme toutes les autres. Soraya, c'est une Congolaise comme toutes les autres. Soraya est majeure aujourd'hui. Amida, c'est une dame. Grande dame d'ailleurs. Convoquer la femme de Vital Kamerhe et sa belle-fille, Kamerhe dit que c'est de l'humiliation pour lui. Non, monsieur Kamerhe. Non, monsieur Kamerhe. Arrêtez ces intimidations-là. Laissez la justice faire son travail calmement. Si vous êtes innocent, défendez-vous. Et au terme du procès, un jugement sera rendu. Ne nous intimidez pas. N'intimidez pas la République en direct. Si le tribunal pense que pour éclairer sa lanterne, il doit entendre votre femme ou votre belle-fille, moi je trouve aucun inconvénient à ça. Il n'y a aucun inconvénient à ça. Pour que la République arrête de vivre parce qu'on a convoqué Amida Chatur, qui est congolaise, comme toutes les autres congolaises. Donc je pense que vers la fin, ce comportement de Vital Kamerhe est un comportement irresponsable et irrespectueux de nos lois et du tribunal devant lequel il est jugé.
Donc il faut qu'on arrête d'intimider la République et que l'on réponde devant le tribunal. Donc l'audience a été suspendue et l'audience reprendra le 3, je crois. On va encore revoir M. Vital Kamerhe devant le juge le 3. Cette fois-là, les Bitakwira, le gouverneur de la Banque centrale et beaucoup d'autres officiels ont été convoqués pour être entendus par le tribunal qui siège donc dans l'affaire opposant la République à M. Vital Kamerhe Lwakaningi Nikingi. On va suivre. J'ai dit que je devais parler pour le deuxième sujet de l'éviction de M. Jean-Marc Kabound. Mon réalisateur me signale à l'oreille que le temps qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin. Je vous prie d'excuser parce que je l'ai annoncé et de prendre votre mal en patience. Je reviendrai un peu plus en profondeur sur Jean-Marc Kabound et son éviction lors du prochain numéro. Mais d'emblée, je voudrais tout simplement vous faire remarquer que selon mon point de vue, l'orgueil ne paye pas. Nous en sommes arrivés là à cause de l'orgueil et de l'arrogance de M. Jean-Marc Kabound. Et au terme de cette procédure lancée par mon ami Jean-Jacques Mama, Jean-Marc Kabound sort véritablement par la petite fenêtre. Il avait plusieurs occasions de pouvoir sortir grand de cette situation. Mais il a choisi la petitesse et aujourd'hui, j'ai lu les tweets, j'ai lu les posts de plusieurs posts de Jean-Marc Kabound qui disent qu'il est sorti sa compromission. Mais je veux les démontrer lors du prochain numéro que M. Kabound est sorti par la petite fenêtre. J'ai lu un gars de l'UDPS qui dit que le problème de Kabound, c'était un caporal à qui on a voulu faire porter les galons du général et ces galons pesaient tellement sur ses épaules que ça l'a englouti. On essaiera de faire un focus, un gros plan sur ce qui s'est passé avec Kabound. Au-delà de l'orgueil de Kabound et de son arrogance, un autre élément, conséquence politique que nous tenterons de tirer lors du prochain numéro, c'est qu'au-delà de tout, la chute de Kabound démontre tout simplement que le camp le camp de Félix Antoine Tshisekedi est un peu distrait. Chaque jour qui passe, Kabila s'organise pour scier et pour jeter la peur et déstabiliser les proches de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il faut réfléchir par deux fois pour soutenir publiquement Félix Antoine Tshisekedi. On a l'impression que le soutien du président de la République soit en train de tomber. Vous pouvez tout dire. Mais Kabound est allé parler à la radio, pourquoi? Pour défendre Tshisekedi. Parce qu'il pensait justement que ce congrès était un coup fourbi contre son président. C'est comme ça qu'il s'est précipité pour aller répondre. Il sera donc difficile de pouvoir soutenir publiquement Tshisekedi. Écoutez, Vital Kamerhe aujourd'hui devant les tribunaux, je ne vais pas entrer en profondeur, était proche de Félix Antoine Tshisekedi. Mukuna, le pasteur, proche de Félix Antoine Tshisekedi, dans son mouvement éveil patriotique qui s'est organisé pour parler de Félix Tshisekedi, est aujourd'hui en prison. Jean-Marc Kabound, qui passe à la télévision ou à la radio pour défendre Félix Antoine Tshisekedi, n'est plus aujourd'hui vice-premier président. Mais soutenir Félix Antoine Tshisekedi contre Kabila ou contre ce système n'a plus aucune garantie aujourd'hui. C'est l'impression que ça va donner. C'est l'impression que ça va donner. Alors que Kabila, en 2 ans, tous ces lieutenants sont là. Le président leur a même garanti la vie éternelle en disant que je ne suis pas là pour fouiner dans le passé. Mais vous ne fouinez pas dans le passé de votre partenaire. Vous laissez les années de votre partenaire calmement. Mais vos propres fils sont en train de mourir. Et ça jette du froid dans les yeux, dans le corps des autres personnes qui peuvent vouloir apporter un soutien à Félix Antoine Tshisekedi. Les gens peuvent se dire, faites attention, ça c'est aussi une conséquence politique qu'on peut tirer de cette défenestration de M. Jean-Marc Kabound.
Je mets ça dans le froid. Je vous promets de revenir en profondeur sur la question des Kabout lors du prochain numéro. J'ai donc été heureux de vous présenter cette émission dans l'espoir de vous retrouver lors du prochain numéro. Je vous prie de bien prendre soin de vous et je vous souhaite une très bonne santé. Prenez très bien soin de vous car chaque jour est une vie et chaque jour compte. Bonsoir et bonne suite des programmes sur nos antennes.